n'avons pas de bourse. Nous revendiquons nos bourses. Nous revendiquons quoi? Nos bourses. Nous revendiquons quoi? Nos bourses. Solidaires à leurs collègues du centre de formation Basile Ondieba de Libreville, les apprenants du centre de formation professionnelle de perfectionnement d'Nkembo, eux aussi viennent d'entamer une grogne suite aux multiples retards accusés par la tutelle dans l'attribution et le paiement des bourses aux ayants droit, tous d'ailleurs admis au sein de ces écoles par voie de concours. 2 ans après, ces apprenants sont toujours privés de bourse, alors que dans le même temps, d'autres entités de la place, à savoir l'université Omar Bongo, pour ne citer que ce cas bien précis, plusieurs de ces étudiants sont passés déjà à la caisse, chose qui a emmené ces étudiants du CFPP à descendre dans la rue, occasionnant des barricades à l'entrée principale de l'établissement où tout accès était quasiment impossible. Nous voulons nous faire entendre, mais pacifiquement. Afin que nos bourses, la situation de nos bourses soit résolvée. Parce qu'il n'y a pas de raison que nous sommes tous étudiants. Les grandes écoles, les universités vont percevoir leurs bourses, mais nous par contre nous n'avons pas de bourse. Ça c'est de l'injustice. Quand bien même le chef de la République, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a prôné l'égalité des chances. Mais nous sommes surpris que l'injustice se faire savoir, se faire connaître. Ça fait 2 ans, nous n'avons même pas jusqu'à aujourd'hui la bourse de passage. Mais nos confrères qui sont dans les universités et les grandes écoles sont en train de percevoir leur bourse. Et cela est un rappel. Donc, pour emboîter le pas de nos confrères d'Ondimba, nous aussi nous sommes levés comme un seul homme pour nous faire entendre. Afin que les gouvernants, afin que les décideurs puissent trouver également un problème, une solution à nos problèmes. Une question demeure pendante en ce moment, tout en sachant que dans 2 mois exactement, le calendrier académique au Gabon devrait connaître son épilogue. Qu'adviendrait-il de ces bourses au cas où elles ne sont pas réglées dans les délais? Nous sommes ici ce matin simplement parce que l'Assemblée générale de mercredi 17 mai dernier a voté à l'unanimité 2 choses. La première chose, c'est le retrait des commissions bipartites de la FESIREFA, des discussions avec le gouvernement. Donc, la deuxième chose, c'est que l'Assemblée générale a voté une grève d'avertissement de 2 jours avec comme piquet de grève à Rambo. Alors, pourquoi est-ce que nous donnons 2 jours d'avertissement? Parce que nous estimons simplement que nous pouvons passer du retrait de la commission à la grève générale. Mais comme les textes en République gabonaise voudraient qu'une grève suspendue ne peut pas être reconduite sans être avertie, puisque nous sommes dans le partenariat avec le gouvernement. C'est dans ce sens que nous leur donnons 48 heures. Si on sortit de 48 heures, nous n'avons pas obtenu d'avancée. L'avancée sur quoi? L'avancée sur le nouveau texte qui doit encadrer nos primes, que nous avons tous voté, et les secrétaires généraux, et les DG, et la coordination des 3 ministres. Nous avons voté que nos primes devraient être encadrées par un décret pris par le président de la République. Nous sommes étonnés, et c'est ce qui nous a amené à la grève aujourd'hui, nous sommes étonnés que les secrétaires généraux et le président Kalima nous appellent pour nous informer que désormais, ce n'est plus un décret du président de la République, mais c'est un arrêté du Premier ministre. Le même Premier ministre qui nous a jamais répondu, qui n'a jamais reçu les partenaires sociaux, même pour, ne fût-ce que par mesure de courtoisie, pour dire qu'il y a un problème. Nous sommes allés à la primature, il n'a même pas eu la courtoisie de nous recevoir. Mais au contraire, il a assisté sans gêne à la bastonnade des agents des régies financières par les policiers devant le ministère du pétrole. Alors face à cela, nous avons dit que c'est une provocation de plus. Autre chose, la présidence de la République nous a instruits. Et les décisions de la présidence de la République, qui est la première institution de notre pays, s'imposent à tous. La présidence a instruit les commissaires pour que nous puissions faire l'audit des effectifs. Jusqu'aujourd'hui, 7 mois après, l'audit ne démarre pas. Or, les moyens ont été dégagés. On ne peut pas dire que le président a instruit sans donner les moyens. Il a donné les moyens et nous avons les preuves.
que les moyens étaient dégagés, M. Jeannot Kalima détient ses moyens. Pourquoi est-ce qu'il ne démarre pas l'audit des effectifs? C'est ce que nous nous posons. Pourquoi l'audit des primes n'est pas fait? Alors que nous vivons des disparités qui ne s'expliquent pas. La présidence de la République a demandé à ce que nous puissions harmoniser nos primes, nos grilles de primes. Pourquoi harmoniser? Aujourd'hui on parle, le FMI, la Banque mondiale, les bailleurs de fonds demandent de maîtriser la masse salariale. Mais la masse salariale c'est aussi toutes ces primes. Mais ces primes doivent être maîtrisées comment? En harmonisant nos grilles. On ne peut pas donner à une ménagère la même prime qu'à un cadre qui allait faire des études et qui est revenu, qui sert le pays. Mais parce que ça se fait, parce que c'est le copinage. On voit là-bas, c'est bien. Les travaux avancent, hein? C'est déjà bien. C'était la salle de son. C'est dans cet état que se trouve désormais le centre médical Onanga Cécile de la commune d'Omboué. Apprécié par les populations au départ, mais depuis 3 ans, les travaux de réfection de cette structure hospitalière sont complètement en arrêt. Donc, les autorités avaient promis Là, c'était avec mon prédécesseur. Les autorités avaient promis de faire un travail. Ils ont amorcé, mais après tout le monde est parti. Donc, le bâtiment est resté. On ne peut plus exploiter ces bâtiments-là. On reste avec juste ces petits locaux. On ne sait même pas hospitaliser convenablement. C'est un centre médical, mais on ne peut pas aller au-delà de 3 malades. Vous imaginez. Et même quand on hospitalise, c'est dans quelles conditions? Vous avez vu les salles d'hospitalisation, tout ça. Donc, c'est dur. C'est vraiment... On prend en charge les malades dans des conditions que vous ne pouvez même pas imaginer. Ces 2 citoyens de la ville d'Omboué se sont également exprimés après l'explication du médecin en chef de ce centre médical. Ils ont cassé l'hôpital parce que les gars devaient... Ils ont voulu arranger, ils n'ont pas de pognon pour rendre l'hôpital. Et là récemment on a vu des gars qui sont venus voir l'hôpital, là ils voulaient réparer. Je ne sais pas ce qui s'est passé, à cause des problèmes politiques, les gars ils ont complètement damné, tout d'un coup on ne sait même pas ce qui s'est passé. Quelque chose qui date depuis. Et puis bon, la population est restée comme ça. Il vaut mieux d'aller à Port-Gentil. C'est ça. À Port-Gentil, si vous avez de l'argent, vous prenez le bateau, vous partez à Port-Gentil et se faire soigner dans les cliniques. Et ici, là, non, ça ne va pas. L'abandon de ces travaux de réhabilitation de l'unique centre médical Onanga Cécile du département de Timboué oblige les populations à se rendre du côté de la ville de Port-Gentil. Dans son vaste programme de médecine de proximité qui consiste à apporter des soins médicaux aux populations vulnérables et économiquement faibles, le SAMU social gabonais était au contact des populations de Plein-Ciel-Bisségué dans le 5e arrondissement de la commune de Libreville. Nous sommes décidés à venir aider les populations du 5e arrondissement, notamment à Plein-Ciel-Bisségué. Donc on est là pour soigner des gens, leur donner gratuitement des médicaments et puis le cas échéant adresser vers l'hôpital, parce que nous sommes un organe de transition vers l'hôpital. Vous avez remarqué, on soigne depuis les enfants, les adultes, les personnes âgées. Donc, la pathologie la plus récurrente chez les personnes âgées, c'est l'hypertension artérielle. C'est un véritable fléau. Hein. Il y a beaucoup de patients qu'on découvre qui ne connaissaient pas qu'ils étaient hypertendus. Chez les enfants, on a beaucoup de cas de bronchite, hein, les enfants qui toussent, qui respirent mal, et puis le paludisme, comme c'est endémique en ce moment. Voir tout Libreville. Nous avons compté tout Libreville. Nous avons déjà démarré depuis le premier arrondissement jusqu'à un certain arrondissement. Nous repartons même des endroits où nous sommes déjà partis lorsque le besoin se fait sentir. Hein. On n'a pas un canevas direct pour dire qu'après tel arrondissement, chaque fin de semaine, chaque début de semaine, nous définissons une zone en fonction des personnes nécessiteuses et puis on va consulter. Une aide médicale gratuite au profit des populations des quartiers sous-intégrés qui fait du bien aux bénéficiaires, comme en témoigne Antoine Ndjembi. Ça a progressé. Ça a été gratuite. En vue de mieux accomplir cette tâche combien laborieuse, l'équipe médicale du SAMU social a été revue. Elle passe ainsi de 1 médecin à 8, ainsi que plusieurs psychologues et infirmiers.
À plein ciel Bisségué, pour cette opération, 300 personnes ont reçu des soins médicaux. On a une document, enfin en tout cas on fait la traçabilité, tout est extrêmement documenté, détaillé. Nous sommes aujourd'hui à 30 000 interventions, 32 000 interventions précisément. Et est-ce que vous imaginez ce que ça veut dire 32 000 interventions pour la médecine d'urgence sociale? C'est des personnes qui étaient dans des situations extrêmement graves, qui liaient pauvreté, donc du social pur, manque de ressources, du social pur, aux problèmes sanitaires. Donc c'était de l'exclusion pour 32 000 personnes qu'on a remis, en tout cas avec la force des services publics que nous sommes, avec tous les moyens que nous déployons, dans le circuit de fonctionnement normal dans la société gabonaise simplement. Et puis à côté, les gens qui aussi avaient des problèmes sanitaires aigus, qui n'allaient pas à l'hôpital. Je l'ai dit, je le répète encore, la majorité des Gabonais ne vont pas à l'hôpital public. Ils y vont quand quand la situation est critique. Voilà. Et la semaine prochaine, il serait fort possible que j'envisage dans un arrondissement de faire l'urgence de proximité dans 2 points différents. À l'école de Bisségué, puis ailleurs aussi. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà. Voilà la grande information que je vous donne. On fera l'urgence de proximité désormais, pas seulement sur un point fixe, mais sur 2 points. Au terme de la première phase des épreuves pratiques d'éducation physique et sportive, de présentation des objets d'art et des cahiers de CEP de l'examen officiel du CEP, certificat d'études primaires session 2018, qui s'est déroulé du 16 avril au 5 mai 2018, le responsable de la circonscription scolaire de l'Ogooué-Maritime dresse un bilan. Effectivement, c'est un examen national et lorsque un examen est national, on arrête une date de fin de l'examen pour tout le pays, c'était le 5. Nous avons terminé, bouclé dans toute l'étendue du bassin pédagogique de l'Ogooué-Maritime et nous avons eu la chance cette année, nous n'avons déploré aucun accident. Vous savez, ce sont des épreuves sportives, les accidents sont légion lorsqu'il s'agit effectivement de sauter, de courir ou de lancer du poids. Exceptionnellement cette année, aucun de nos élèves n'a eu le moindre souci physique. Donc toutes ces épreuves se sont déroulées dans le calme, dans la sérénité, dans tout le bassin pédagogique, que ce soit dans la commune de Port-Gentil et dans les différents départements. Nous sommes donc satisfaits pour avoir terminé avec sérénité cette première partie de l'épreuve du CEP. Nous attendons donc sereinement la partie écrite qui se déroulera du 11 au 12 juin prochain. Il a ensuite invité les candidats à rester concentrés avant la date butoir des épreuves écrites. Exceptionnellement, cette année, le directeur de l'Académie provinciale de l'Ogooué-Maritime, M. Henri-Georges Bouzanga, a tenu à faire un tour au niveau de certains nombres d'établissements privés laïcs pour encourager les élèves candidats au CEP. Nous faisons la même chose au niveau des établissements publics, leur demander que nous sommes sur la dernière ligne droite. C'est au cours de cette ligne droite-là qu'il faut sortir toutes les œuvres accumulées tout au long de l'année afin de fournir le plus gros effort pour passer l'examen du 11 au 12 juin avec succès. Donc nous demandons à nos candidats de ne pas dormir sur un laurier, mais de continuer à travailler pour être fin prêt au jour J. Avant la fin de ce mois de mai, les apprenants en classe de 5e année seront pour la seconde fois soumis à un examen blanc communal du CEP, certificat d'études primaires. L'insertion des cours d'art dramatique dans le programme pédagogique vient être nommée dans la mesure où il permet aux apprenants de mettre en exergue leur savoir-faire partant de la création d'objets d'art ayant chacun un message particulier à véhiculer que du récital des contes qui montre la capacité de restitution de ces élèves qui ne demandent que plus d'encadrement et d'encouragement du corps enseignant que parental.
les élèves qui éprouvaient d'énormes difficultés d'intégration sociale dues à l'incapacité de s'exprimer devant les autres, ces cours d'art dramatique leur permettent de bannir cette peur, d'où la facilité de restituer ce qu'ils ont appris. Et l'autre était très laide. La vieille femme était méchante. Elle aimait se moquer de la vieille femme qui se mettait à pleurer de tristesse. Alors, un soir dans la nuit, la femme bossue a décidé de quitter le village. Elle s'est enfuie dans la forêt noire. Les nains l'ont invité à danser en lui disant qu'on ne danse pas avec un bébé au dos. Alors, l'un des nains a enlevé la poche de la femme et la berçait. Bébé, bébé, bébé. Arrivant au village, la femme a raconté son histoire à son mari, mais la méchante rivale a tout entendu. Jalouse, la méchante femme est aussi rentrée dans la forêt. Les nains ont simplement collé la bosse de sa rivale. À cause de la jalousie, la femme la plus belle est devenue la femme la plus vilaine. Elle avait une bosse au dos et des boutons sur le visage. En outre, cette initiative doit s'élargir au niveau du pré-primaire pour poser les jalons depuis la petite enfance afin de récolter au terme de cette formation des résultats escomptés et surtout susciter de nouvelles vocations. De jour en jour, le fossé se creuse entre Américains et Européens sur le dossier iranien. Après le retrait de l'accord sur le nucléaire de 2015 annoncé par Donald Trump, l'administration américaine a réaffirmé une fois de plus sa position d'extrême fermeté vis-à-vis du régime iranien, en promettant d'imposer des sanctions commerciales sans précédent à Téhéran. Ces sanctions seront douloureuses si le régime ne change pas de trajectoire, s'il continue sur la voie inacceptable et imprévisible qu'il a choisie au lieu de rejoindre le concert des nations. Ces sanctions seront les plus fortes de l'histoire lorsque nous en aurons fini. Seule possibilité pour l'Iran d'échapper à ces sanctions, accepter une série de 12 exigences très sévères. Côté iranien, la réponse cinglante ne s'est pas fait attendre. Qui êtes-vous pour décider pour l'Iran et le monde? L'époque de telles déclarations est révolue. Cette intransigeance américaine est une bien mauvaise nouvelle pour les Européens et notamment pour leurs entreprises qui devront se retirer d'Iran si elles veulent garder l'accès au marché américain. Pour le vieux continent, la position reste inchangée. L'accord sur le nucléaire reste la meilleure solution. Nous ne voyons pas pour l'heure d'alternative à l'accord sur le nucléaire qui pourrait offrir de meilleurs résultats. Nous pensons que sans cet accord, l'Iran pourrait reprendre son programme nucléaire. La Commission européenne a lancé vendredi une procédure officielle visant à activer la loi de blocage, avec pour objectif de contourner les sanctions américaines frappant les entreprises européennes. Lorsque la lave incandescente entre en contact avec l'eau de mer, cela produit des fumées acides. Ces émanations toxiques peuvent provoquer des irritations de la peau, des yeux et des poumons. Les autorités s'inquiètent de ce phénomène. Les habitants de la plus grande île d'Hawaï, eux, attendent d'être évacués. I am 2 miles up Rift. I hear it 24/7, being next to Air Force flight line, where you hear the jets. I can't believe I'm 2 miles away and hear it. Le nuage toxique a commencé à se former samedi. Deux coulées ont traversé un grand axe routier avant de se déverser dans l'océan. Les émissions de dioxyde de soufre ont triplé autour du Kilauea. C'est l'un des volcans les plus actifs au monde. Ce géant culmine à 1247 mètres. Il est entré en éruption le 3 mai dernier et a déjà détruit des dizaines d'habitations et déplacé des milliers d'habitants.
En vue de la préparation de la seconde Coupe de l'Amitié qui va se dérouler cette année à Mouela dans la province de Langounié, le président de l'Association nationale panthère du taekwondo a présidé une réunion à l'école publique de Siban 1 avec les responsables des clubs de taekwondo de Libreville afin d'élever certains points d'ombre pour la réussite du dit événement. Le président a étalé le programme officiel du tournoi. C'est une organisation qui a été délocalisée dans les activités de l'ANPAT parce que nous n'avons pas voulu seulement concentrer nos activités à Libreville. Nous avons aussi délocalisé au niveau de nos clubs qui sont à l'intérieur du pays, notamment Mouila. Donc le vendredi 1er, c'est l'arrivée des délégations pour Mouila. À partir de 14 h, il y aura une pesée au gymnase de Mouila. La compétition en elle-même se déroulera le 2 juin. Et le retour des délégations sur Libreville le 3 juin. La Coupe de l'Amitié est ouverte à tous les clubs du Gabon et sans véritable condition pour y participer, nous explique Maître Makita Mombo. Elle n'est pas payante cette compétition. La preuve en est que la majorité des clubs viendront de Libreville, parce qu'au niveau de Moula, il y a pratiquement 2 clubs actifs, ce sont des clubs de l'ANPAT. Donc la majorité des clubs viendront de Libreville, c'est pourquoi la compétition elle est gratuite. Les seules modalités, c'est que le transport, l'hébergement et l'alimentation sont à la charge des clubs et associations. Au cours de cette réunion, le bureau de l'Impact en a profité pour informer l'assistant sur certaines de ses activités à venir, notamment l'organisation de la coupe dédiée au défunt maître Guy Noël Nzamba. La part des divers a bouclé cette séance. Nous acceptons d'abord les décisions que l'ANPG est en train de prendre et le travail qu'ils sont en train de combattre depuis un moment. Ça nous encourage encore et à rappeler aux autres qu'on doit d'abord défendre nos droits parce qu'aujourd'hui au Gabon on remarque que les joueurs ne sont plus respectés. Donc voilà pourquoi on voulait faire passer le message pour rappeler à tous ceux qui sont restés à la maison, ceux qui ne sont pas là présents, pour dire que non, on doit se mobiliser pour défendre nos droits. Quand on paye les joueurs et c'est les dirigeants qui s'enrichissent avec cet argent, pendant ce temps que c'est nous les acteurs qui travaillons et les dirigeants sont assis, ils prennent de l'argent pour mettre dans leur poche. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on a décidé d'être là ensemble aujourd'hui tous, même s'il y a d'autres qui ne sont pas là qui ont eu des difficultés pour arriver. Et on voulait juste faire passer le message que d'abord on doit d'abord défendre nos droits avant tout. Ils sont exploités par les dirigeants des clubs, ça il ne faut pas le cacher. Les joueurs aujourd'hui ont été mis dans une situation de mendicité par les dirigeants du club. Aujourd'hui les joueurs pensent que les primes qu'on leur donne, que les salaires qu'on leur verse sont un cadeau. Non, ce n'est pas un cadeau, c'est un droit. Nous sommes dans un championnat professionnel et à partir du moment où nous sommes dans un championnat professionnel, chaque joueur devrait normalement avoir un bulletin de salaire. Chaque joueur devrait être payé sur 12 mois et non pas par des primes de président de club, primes à la présence. Non, c'est à la limite, on tue le football là, on tue le football. On a tenu à convier tous les membres, c'est-à-dire les footballeurs, les anciens footballeurs, pour qu'on échange ensemble sur cette décision-là. La NFPG s'est positionnée parce que nous n'avions pas apprécié le fait que la décision de reprendre le championnat se fasse, ou du moins se décide sans le consentement des footballeurs qui ont fait près de 3 mois sans jouer, qui ont des impayés de salaire, et du jour au lendemain que les présidents de club, que le ministre et que la Ligue se lèvent, et même la fédération, pour dire que le championnat reprend sans le consentement de ces joueurs-là. Je pense que on parle là de l'intégrité d'un joueur, physiquement, psychologiquement. Je pense que c'est des aspects à mettre en avant. Et nous, on a tenu de se réunir parce que la NFPG, c'est une personne morale. Et pour prendre une quelconque décision, c'est ensemble avec les footballeurs. Vous avez remarqué, on est un gros nombre. On a pris des décisions que nous allons appliquer unanimement et tous ensemble pour exprimer à notre manière notre mécontentement sur, pas forcément la reprise du championnat, mais sur le fait que les décisions se prennent, les décisions sur la carrière des footballeurs, qu'elles se prennent sans l'avis et sans le point de vue, sans le consentement de ces derniers. On comprend la situation de ces footballeurs qui, malgré les décisions qui se prennent, derrière sont en connivence avec les présidents de club. Il faut comprendre que chacun pense à lui. Aujourd'hui, c'est cette mentalité que nous voulons bannir. D'où l'importance aujourd'hui, vous voyez le nombre de footballeurs qu'il y a, ça prouve aussi que quelque part, il y a certains qui ont compris. Et c'est avec ces footballeurs-là que nous voulons avancer. C'est avec ces footballeurs-là que nous voulons nous faire entendre en fait. Maintenant, le reste, certains comprendront peut-être maintenant, d'autres après.
et d'autres peut-être pas. Mais le plus important aujourd'hui, c'est que les footballeurs se mobilisent et qu'ils ne soient plus témoins de leur carrière, mais qu'ils soient les acteurs de cette carrière-là. Il fait son entrée à nouveau dans le rang des meilleurs golfeurs gabonais. Alexandre Illier reprend son fauteuil de champion après s'être fait écarter lors de l'édition précédente par le Nigérien Vincent Niamadov. Cette 35e édition de l'Open de Libreville reste un moment de bonheur pour lui au moment où il s'apprête à participer à une compétition majeure, qu'est le championnat du monde amateur qui se déroulera à Dublin en septembre. Je suis très content. J'avais perdu mon titre l'année dernière et je le récupère cette année durement. Ça a été vraiment dur. Le champ de joueurs a été très bon et donc je suis vraiment heureux de reprendre mon titre. J'ai d'abord fait les Open de Mwanda et de Port-Gentil il y a 2 semaines et il y a 1 mois où j'ai perdu à Mwanda et j'ai gagné à Port-Gentil, ce qui m'a permis de me préparer pour cet Open de Libreville. En amateur dames, c'est la reine des circuits de l'Afrique centrale, Hélène Lassesseur, qui vient de remporter l'Open du Cameroun il y a 1 semaine. Son talent et sa discipline lui ont donné un second honneur en décrochant celui de Libreville. Ça n'a pas été facile pendant 3 jours. J'ai eu la chance d'avoir 3 grandes compétitrices et qui m'ont poussé au-delà de tout ce que je pouvais donner. Et merci au Golf Club de Libreville de nous permettre de vivre ces moments. Contrairement aux éditions précédentes où l'on retrouvait plus de participants venus de toute l'Afrique, cette édition a laissé un grincement de dents pour la présidente de la Fédération gabonaise de golf. On a besoin de moyens financiers parce que le golf c'est des grands parcours, de gros moyens pour les entretenir. Il faut beaucoup de gasoil, beaucoup de machines. On veut aussi former des enfants, on veut former des élites. Ça aussi, ça demande des moyens. Vous comprenez que pour faire des écoles de golf, on n'ouvre pas une école de golf comme ça sans moyens. Nous, on a déjà, vous l'avez vu, plein de jeunes qui sont montés sur le podium. Et ça coûte beaucoup d'argent. Donc, si on veut avoir vraiment un véritable vivier, il faut beaucoup plus de monde et donc forcément beaucoup plus de moyens financiers. Merci. Et on espère que les autorités nous entendront pour aider d'abord les jeunes et de toute façon le golf en général. Vivement qu'elle soit entendue par la tutelle pour qu'une meilleure organisation soit de mise l'année prochaine lors de la 36e édition. La 4e journée du championnat de la Ligue de l'Estuaire en élite Adam était au rendez-vous au Britannique militaire avec 2 affiches exceptionnelles. Le premier match opposait Senior Academy à la formation de Génération 90 qui est en reconstruction. Tout au long de la rencontre, les joueuses de Senior ont mené au score, mais elles avaient face à elles une formation de G90 sereine et enthousiasmante qui a réussi à renverser le match à la fin du temps réglementaire. Score final 21-20. Parce que c'est déjà une victoire, vous avez vu, vous avez tout suivi. C'était une victoire difficile parce qu'on arrache pratiquement la victoire pendant les 3 dernières minutes. C'était difficile parce que les joueuses reviennent de différents horizons. Et puis ça fait juste 2 semaines que je prends l'équipe, que je m'occupe de l'équipe. Donc c'est vraiment difficile. Et heureusement avec l'expérience. C'est l'expérience qui a tout fait. Nous avons trouvé tout le ballon dans tout le match. Seulement c'est juste que nous avons donné des ballons à l'adversaire et qu'à la fin nous avons perdu. Parce que si les ballons, nous n'avons pas donné ces ballons-là à l'adversaire, on devait remporter ce match-là. Et si on respectait aussi les consignes. Parce qu'à un moment donné, elle couvrait, juste honnêtement, il fallait calmer, pas courir. Lorsqu'on mène de plus 4, il reste 2 minutes de jeu, on n'a pas besoin de courir puisque nous menons. Donc il faut forcément jouer le jeu placé. Mais ça a été dommage, mais une autre fois, nous allons faire mieux. La seconde rencontre opposait 6 flottants vêtus de blanc à la Jacques en violet blanc. Les 2 équipes se retrouvent 1 mois après la Super Coupe de l'Estuaire où les 6 flottes avaient infligé une lourde défaite à la Jeunesse Athlétique Club. Cette rencontre était pour l'équipe de Brive-Révigné une occasion de prendre la revanche et de consolider son leadership face à son adversaire direct. La Jacques est parvenue à gérer la pression et l'impact physique des 6 flottants tout au long de la partie. Il faut souligner la bonne prestation de la gardienne de but des violets blancs, Milia Christlen, qui a vécu le sursaut d'orgueil lancé par 6 flottants vers les dernières minutes du match. Le match s'est soldé par un score de 25 buts pour la Jacques et 24 pour 6 flottants. Bon, comme je le dis d'abord, nous avons eu un problème de tactique. C'est-à-dire nous avons eu une seule joueuse au banc
Et c'est cette joueuse-là qui essayait de permettre avec les autres qui étaient très fatigués. Et je veux aussi relever que nous avons beaucoup de blessés. Nous avons joué pratiquement avec 3 blessés. Comme je disais, c'est grâce au physique, nous avons su imposer notre physique. C'est vrai que l'équipe adverse a été meilleure aujourd'hui, mais aujourd'hui nous avons eu non seulement un problème d'effectif, et il y a plusieurs blessés dans l'équipe. On parle de la défaite de la phase, la Coupe de la Ligue. On s'entraîne, mais on n'a pas l'opportunité d'avoir toutes les joueuses en même temps, parce que chacune a ses occupations, il y a l'école, le travail. Mais on a fait de gros efforts pour être présent toute la semaine à l'entraînement, parce qu'on tenait à cette victoire. Cette 4e journée a été surtout bénie pour G90 du président Leflem qui a enregistré sa première victoire de la saison. L'Ajax occupe la première place du classement général, toujours suivi par Cyclotan, un duel qui continuera jusqu'à la fin du championnat.